Mes chers collègues, donc nous poursuivons, mesdames, messieurs, nous poursuivons nos travaux sur le projet de loi relatif à la bioéthique avec une audition commune d'associations. J'indique, mesdames, messieurs, c'est surtout pour vous que je dis ça, que cette audition se fait sous captation vidéo, donc elle est retransmise en direct sur le site du SINA et qu'elle sera évidemment par la suite consultable à la demande. Donc nous accueillons en cette fin d'après-midi Madame Caroline Roux, donc, qui est présidente, et Monsieur Bernard Lionel Marie. Il n'est pas là? Oui, c'est pas un problème. Oui. Mais vous... D'accord. Oui, je vous ai sauté, excusez-moi. Donc, Madame, je reprends. Madame Caroline Roux, donc déléguée générale adjointe et coordinatrice des services d'écoute, et Blanche Streb. Voilà, ça y est, j'y suis. J'avais sauté une ligne. Directrice de la formation et de la recherche de l'Alliance Vita. Donc, Madame Pascale Morinière, présidente, et Monsieur Bertrand Lionel Marie, donc secrétaire général de la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Mesdames Ludivine de la Rochère, présidente, et Anaïs Douaneau, déléguée jeune de la Manif pour tous, Monsieur Bertrand Dumaret, administrateur, et Monsieur Michel Simonet, trésorier de l'association Les Poissons Roses. Avant de donner donc la parole à nos invités, je voudrais tout d'abord expliquer cet horaire qui est un petit peu atypique quand même, et je vous remercie quand même d'avoir accepté. J'ai souhaité avancer à ce soir une audition qui précédemment était prévue le jeudi 5 décembre prochain, qui est un jour de grève. Je vous remercie donc, vous, nos invités, de vous être montrés disponibles et de permettre ainsi à nos collègues de vous entendre et de pouvoir ensuite regagner leur département. Pour vous aussi peut-être. J'indique en second lieu que les demandes d'audition, ça je le dis pour les collègues, sont très nombreuses et qu'il nous appartient par conséquent de faire des choix. Je veille au pluralisme des expressions, mais il est évident que nous ne pourrons satisfaire toutes les demandes. On a surtout beaucoup de demandes individuelles en plus. Donc je laisse la parole à nos invités pour un bref propos liminaire de 10 minutes environ par organisation, afin que nos rapporteurs, Madame Jourda, Monsieur Hainaut et Madame Imbert, puissent vous poser les questions qu'ils souhaitent vous poser et qu'enfin nos commissaires puissent eux-mêmes vous poser les questions qu'ils le souhaitent. Qui commence? Allez, on va commencer donc par l'extrême droite pour aller vers la gauche. Position géographique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs et Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci de nous avoir conviés pour cette rencontre. Alliance Vita a été fondée au moment des premières lois de bioéthique, fin 93, et nous sommes sensibles aux évolutions de la loi pour que soit prise en compte la protection de la vie des plus fragiles, spécialement dans les domaines de la procréation, du handicap et aussi autour du traitement appliqué aux embryons humains. Nous accompagnons plus de 2500 femmes et couples chaque année sur les questions de la maternité avec notre service SOS Bébé, questions d'infertilité, questions d'annonce du handicap. La façon dont sont élaborées les lois de bioéthique depuis 1994 demande pour nous une véritable évaluation. Le législateur s'affranchit, on s'aperçoit toujours plus des questions éthiques en essayant d'ériger des digues qui n'arrêtent pas de s'effondrer et surtout sans évaluer les conséquences sociales et humanitaires de ces pratiques. À ce titre, je vous livre 2 constats. Le premier, autour du parcours d'AMP, d'assistance médicale à la procréation, qui demeure quand même un véritable parcours du combattant. Il ne faut pas le sous-estimer avec des traitements qui affectent physiquement et aussi psychologiquement les femmes, mais aussi les hommes. Bien sûr, nous sommes témoins de toute la joie des parents qui donnent naissance à des enfants tant espérés en ayant recours à ces techniques. Mais ces techniques ne sont qu'un palliatif et ne guérissent pas l'infertilité, vous le savez.
Nous sommes donc également témoins de l'impasse dans certains couples face à d'abord l'échec. Près d'un couple sur deux n'aura pas d'enfants à l'issue. Et puis la souffrance qui est exprimée par certains couples autour de la surproduction embryonnaire et le devenir de leurs embryons. On n'en parle pas souvent, mais nous avons ces confidences dans notre service. Témoin aussi de désir profond des couples d'être guéris, de pouvoir procréer par eux-mêmes, comme nous en témoignent des femmes qui nous disent « Ah, j'ai eu un enfant naturellement », alors après avoir eu des cycles d'AMP qui sont terminés par un échec. Et ce mot « je suis guérie », qui revient assez souvent quand les femmes nous le disent, nous mobilise. Et je pense que c'est cette perspective vers une guérison aussi qui doit nous mobiliser. Le deuxième constat, c'est autour de la pratique du diagnostic prénatal. Aujourd'hui, la multiplication des tests, des diagnostics, de plus en plus précis d'ailleurs, mais rend les grossesses, beaucoup de grossesses, anxiogènes. Et au fond, l'annonce du risque de handicap, qu'il soit avéré ou non, provoque, nous en sommes témoins, un véritable tsunami émotionnel et relationnel pour la mère et le couple. Donc le temps, le soutien des équipes médicales qui est très nécessaire pour envisager des prises en charge adaptées et souvent sous pression des propositions d'interruption médicale de grossesse qui peuvent détourner de véritables thérapies d'ailleurs qui peuvent être possibles et puis d'un accompagnement, d'une prise en charge. Et ce projet de loi justement, ne va pas dans ce sens de meilleure prise en charge. Il est en totale rupture avec, d'ailleurs, les précédentes lois. En ce qui concerne l'assistance médicale à la procréation, cette loi entend supprimer le critère d'infertilité pour avoir recours à l'AMP. C'est une préoccupation majeure pour nous. Les couples infertiles sont les grands oubliés de ce projet de loi. Et ce changement de paradigme, parce que c'est véritablement un changement de paradigme, conduit aujourd'hui à des injustices et des reculs en cascade. Premier, intensification de l'AMP avec pierre d'honneur qui s'annonce, alors que c'est une pratique très minoritaire aujourd'hui, moins de 5% des enfants nés chaque année de l'AMP, qui n'est pas anodine et qui, d'ailleurs aujourd'hui, ce sont les enfants eux-mêmes qui sont demandeurs de la levée de l'anonymat. Cette levée ne supprimera cependant pas l'injustice d'une filiation éclatée et peut aussi révéler des bombes à retardement. Au contraire, cela devrait nous inciter à vraiment faire des recherches, notamment sur les causes d'infertilité masculine, et de limiter le plus possible le recours à ce type d'AMP. Injustice pour les enfants, privés volontairement de toute origine, dans la mesure qui est proposée de dons de gamètes, de double don de gamètes, et qui seraient privés de toute origine, et puis pour certains, privés totalement de père par l'AMP avec tiers d'honneur pour des femmes sans partenaire masculin et sans infertilité médicale. Défaite aussi, je dois le dire, et le souligner, pour les femmes à qui on proposerait une emprise médicale croissante avec la congélation ovocytaire, qui est en réalité une fausse promesse, et les experts aussi en ont témoigné, parce que ce n'est pas la promesse d'une assurance maternité, et certains disent que 3 femmes sur 4 n'auraient pas d'enfants à l'issue. Enfin, détournement de la mission même de la médecine et de l'assurance maladie. Sur quels critères les médecins pourraient refuser l'AMP? Rien n'est dit sur cette question dans la loi. Et au fond, ce projet de loi est une atteinte sans précédent à la déontologie médicale. Comment prétendre aussi, avec ces glissements, interdire la GPA et les mères porteuses? C'est dire si le législateur doit prendre la mesure de sa responsabilité, car la souffrance et le désir de certains ne peut être le seul critère de discernement quand il s'agit de l'intérêt des enfants. Il n'est pas là pour céder à des modes ou à des pressions de quelques-uns, mais vraiment pour servir l'intérêt de tous. Au fond, notre association regrette et vous alerte sur les impasses sur 3 enjeux fondamentaux. 1, la lutte contre l'infertilité. Et nous sommes bien sûr en faveur de l'amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale. Mais comment mettre réellement, d'une manière volontariste, une politique en œuvre sur la lutte contre l'infertilité
si l'infertilité n'est plus mentionnée comme critère de recours à l'AMP. Nous avions proposé, lors de précédentes auditions, que l'Agence de biomédecine puisse faire un recensement systématique des causes des demandes d'AMP, justement pour permettre d'orienter les recherches à la fois vers la restauration de la fertilité et la prévention de l'infertilité. La deuxième enjeu fondamental, c'est la lutte contre l'eugénisme et une réelle prise en charge du handicap. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale du handicap. Et comment peut-on concilier les appels vraiment justifiés de la secrétaire d'État Sophie Cluzel pour une société toujours plus inclusive et en même temps donner les signes que certaines personnes handicapées auraient mieux fait de ne pas naître. Et ce qui est inquiétant, c'est la pression exercée en faveur de nouveaux tests génétiques, avec le DPNI notamment, dont l'encadrement serait renvoyé à des décrets et ne serait plus et échapperait aux législateurs. D'ailleurs, on peut se demander qui parmi nous aurait échappé à ces tests génétiques. Donc nous pensons que la France aujourd'hui devrait vraiment rééquilibrer les politiques à la fois de dépistage, d'annonce et de prise en charge du handicap. Enfin, la troisième grande cause qui doit préoccuper le législateur, c'est celle de l'intégrité de l'espèce humaine. Je laisse la parole à Blanche Trep, qui est pharmacienne et directrice de la formation et de la recherche à Alliance Vita, pour vous en parler. N'oubliez pas que nos collègues souhaiteront peut-être vous poser des questions. Si vous abordez tous les sujets et que vous donnez toutes les réponses, la réunion sera très rapide. Je préfère, mais enfin bon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, moi je voudrais faire un focus sur la question de l'embryon humain dans ce projet de loi. Et je commencerai en vous disant que je crois qu'on ne peut plus raisonner comme si l'embryon humain évoluait dans deux domaines qui sont complètement distincts, à savoir celui de l'assistance médicale à la procréation et celui de la recherche dans lequel ces cellules sont instrumentalisées, rentrent dans des protocoles de recherche ou sont mises en culture. Je crois que ces deux domaines, aujourd'hui, se percutent, ces enjeux se percutent et se rencontrent, et d'autant plus dans l'avenir. Pourquoi ? Parce que nous sommes lancés dans une dynamique internationale de surenchère technicienne autour de la procréation assistée et artificielle et autour des biotechnologies qui viennent contourner les importants problèmes liés à l'infertilité. Derrière tout ça, il y a un certain nombre de marchés à prendre. Vous le savez, à nos portes, les premiers bébés génétiquement modifiés sont déjà nés, non pas seulement par la méthode CRISPR, mais aussi par la technique de la fécondation in vitro à 3 pays dans plusieurs pays. Ces techniques sont aujourd'hui ouvertes dans le cadre de la recherche fondamentale, dans l'article 17, comme vous le savez, aujourd'hui dans le cadre de la recherche. Mais pensons tout de suite à l'étape suivante et nommons-la, puisqu'il s'agit, lorsqu'il y a une technique qui est là, de penser aussi au basculement qu'elle contient déjà. Et cette étape suivante, c'est celle contestée de la thérapie embryonnaire, dont peut-être nous reparlerons. L'autre démonstration de cette dynamique, c'est celle de l'ouverture dans ce projet de loi à la recherche sur les gamètes artificiels. Et derrière tout ça, je voudrais relever un paradoxe. Ces techniques nous mettent dans une dynamique, au fond, de l'enfant à tout prix, à n'importe quel prix, quand bien même le prix à payer, ce serait par l'enfant lui-même, et dans un contexte contradictoire, comme vient de l'évoquer Caroline Roux, d'extension permanente du diagnostic préimplantatoire, y compris pour des pathologies qui ne sont pas héréditaires, au fond dans une dynamique de contrôle, qualité de l'embryon, de passage au crible de plus en plus des enfants à naître, dans une perspective au fond de droit à la procréation sans sexe pour tous, comme l'évoque le député Jean-Louis Touraine. Il y a vraiment un phénomène qui s'emballe derrière tout ça, et c'est un véritable enjeu de société, un véritable projet de société, celui de l'enfant accueilli sans condition versus l'enfant programmé et bricolé. Sur la modification du régime qui encadre l'embryon humain,
Passer d'autorisation à déclaration, c'est une nouvelle façon de banaliser un petit peu plus l'instrumentalisation de l'embryon humain. Cela enlève la nécessité de prouver qu'il n'y a pas d'alternative à ces cellules et au fond, cela pousse indirectement à la consommation de l'embryon humain. Et là, je relèverai un autre paradoxe, celui que, voilà, on est en train de fragiliser toujours plus l'encadrement de l'embryon humain et des cellules souches embryonnaires. Et en parallèle, eh bien, on ouvre à de nouvelles perspectives, de nouvelles transgressions, si l'on peut dire, comme celle d'utiliser ces cellules pour créer des gamètes artificielles ou pour les introduire dans des chimères, comme le permet l'article 17. Ce changement de régime, au fond, il n'a qu'un seul objectif, qui est celui de faciliter le travail administratif de quelques chercheurs. Et cela, ça nous questionne parce que, en tant que citoyens, en tant que pharmaciens aussi, voilà, nous aimerions entendre d'autres scientifiques qui travaillent sur ces perspectives prometteuses de la thérapie génique, de la médecine régénératrice, et qui utilisent des ressources biologiques qui ne posent pas les enjeux éthiques importants que pose l'embryon humain. Sur la perspective du développement jusqu'à 14 jours in vitro, vous le savez, c'est un basculement important puisque à ce stade de développement in vitro, eh bien, l'embryon commence à développer son système nerveux. Il est implanté depuis au moins une semaine, ce qui oblige à modifier la manière dont on va le mettre en culture. Et puis sur ce point-là, voilà, le projet de loi ouvre à ces modifications juste parce que des équipes commencent à le faire à l'étranger et que voilà, peut-être un jour on aurait besoin de travailler comme ça. Et c'est un peu ce qui transparaît dans plusieurs articles de ce projet de loi, c'est ouvrons, testons et on verra bien plus tard les éventuelles conséquences. Au fond, ça, par certains endroits, c'est un peu après la loi le déluge. Et vraiment, si c'est la faisabilité technique qui vient ordonner à la bioéthique, je crois qu'il n'y a plus de limite, au fond, dans cette vision un peu utilitariste. Et l'argument massu qui est celui de la compétitivité vis-à-vis de l'étranger et des perspectives et des bénéfices à en tirer n'est pas, je crois, un argument recevable dans le cadre de la bioéthique en elle-même. Parce que derrière tout ça, et j'en ai bientôt terminé, il y a quand même la mise en souffrance de deux grands principes qui sont structurants et qui sont fondateurs dans cette loi bioéthique. Le premier, c'est celui de la protection de l'intégrité de l'espèce humaine, fragilisée par l'article 17, les transgéniques et les chimères, et celui de l'article 16 du Code civil, qui assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Aujourd'hui, plus personne ne conteste qu'un embryon humain est un être humain et qu'il n'y a nul autre instant, nul autre point du temps et de l'espace qui constitue le commencement d'une vie humaine que celui de la fécondation, qu'elle soit in vitro ou qu'elle soit in utero. L'embryon, de plus en plus, je crois, nous crie son humanité et la manière dont il est convoité dans la procréation assistée, je crois, en est la plus forte démonstration. Il est déjà l'être humain qu'il deviendra et ce n'est pas le fait de perdre son étiquette de projet parental qui modifie quoi que ce soit dans sa nature. Ce qui change, c'est uniquement le regard qui est posé sur lui. Voilà, je crois que notre appel est de réfléchir ensemble à vraiment promouvoir une science qui ne se laisse pas happer dans une dynamique toujours plus technicienne, mais qui travaille à vraiment honorer cette science qui se met pleinement au service de l'homme sans jamais le réduire à un objet. Je vous remercie. Qui prend la suite? Madame de la Rochère. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, membres de la Commission spéciale, merci de votre accueil ici aujourd'hui. Alors nous avons constaté qu'un très grand nombre d'élus se déclarent expressément opposés à la gestation pour autrui. Nous nous en réjouissons. Mais que pour un certain nombre d'entre eux, ils se déclarent néanmoins plutôt favorables à la dérégulation de l'assistance médicale à la procréation. Or, si l'on veut vraiment éviter la légalisation de la GPA lors de la prochaine révision de la loi bioéthique vers 2025,
le maintien de l'encadrement actuel de l'AMP est incontournable. Je m'explique. Premièrement, ouvrir l'AMP dans un contexte qui prive sciemment des enfants de père pour toujours, c'est accepter d'effacer délibérément l'un des parents de l'enfant. C'est dire qu'il ne naît que d'un géniteur qui n'aurait pas d'importance pour lui, pas d'importance pour se construire. Si l'on dit aujourd'hui qu'un enfant peut bien se passer de père, parce que telle est la volonté de certains adultes, on dira évidemment demain que l'enfant peut bien se passer de mère, si telle est la volonté de certains adultes. Deuxièmement, légitimer l'accès à l'AMP pour des personnes a priori fécondes au motif d'un projet parental, article 1 du projet de loi, prépare aussi les conditions de la GPA. Des couples hommes-femmes pour lesquels l'AMP n'est pas une solution, des hommes seuls ou des couples d'hommes peuvent avoir eux aussi un projet parental. Troisièmement, inscrire deux mères sur l'acte de naissance d'un enfant, c'est considérer qu'entre les deux femmes, il n'y aurait aucune différence entre celle qui l'a attendue et mise au monde et sa conjointe, la belle-mère de l'enfant en somme. C'est faire comme si la maternité n'était rien dans la vie de la femme. C'est nier une réalité que toute mère ressent puissamment dans son corps, son psychisme, etc., et bien au-delà de la grossesse et de la naissance. Mais donc, si la grossesse et l'accouchement ne sont rien, alors, à l'inverse, une femme qui a été enceinte et qui a accouché pourrait aussi bien ne pas être considérée comme mère. C'est en l'occurrence le principe de la pratique des mères porteuses, que d'ailleurs les militants pro-GPA voudraient nommer femmes porteuses et non pas mères porteuses. Pour eux, elles ne sont pas mères. Quatrième point, si l'on entérine le principe d'une mère sociale pour la conjointe d'un enfant né par AMP, on ne pourra alors que reconnaître la mère sociale d'un enfant né par GPA. C'est là encore le principe même de la gestation pour autrui. En effet, dans les deux cas, AMP ou GPA, AMP sans père et GPA, il y a eu un projet parental. Dans les deux cas, ces mères sociales sont conjointes d'un parent biologique. Dans les deux cas, elles élèvent l'enfant. Et dans les deux cas, on dira qu'il faut sécuriser la filiation de l'enfant dans son intérêt, ce qui consiste en fait à lui créer une filiation invraisemblable, c'est-à-dire en clair à démolir la filiation. Un comble. En fait, on l'entend même déjà pour la GPA, je dis demain, mais c'est déjà le cas, vous savez bien. Alors ça passe pour le moment par les tribunaux, pas encore dans votre hémicycle, pour le moment. Ainsi, la filiation sociale introduite avec l'AMP pour les couples de femmes et les femmes seules prépare également les conditions de la gestation pour autrui. Cinquième point, les femmes seules et les couples de femmes sont dans une situation différente des couples hommes-femmes au regard de la procréation. Mais des militants ne cessent de dire que par souci d'égalité entre les uns et les autres, il faut étendre l'accès à l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes. Ce qui est faux, je le souligne, comme l'ont souligné le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme, rien de moins. Et donc, malgré la différence de situation entre les uns et les autres, on avance néanmoins vers l'AMP sans père, pour les femmes sans partenaire masculin. Et en même temps, si je puis dire, Agnès Buzyn et Nicole Belloubet nous déclarent qu'on n'ouvrira pas la GPA parce que la situation des hommes est différente de la situation des femmes au regard de la procréation. Et en même temps. Donc aujourd'hui, on oublie, on met de côté la différence au regard de la procréation entre les couples de femmes, les femmes seules et les couples hommes-femmes. Mais demain, évidemment, on oubliera aussi, on mettra de côté cette différence entre les hommes et les femmes qu'on invoque aujourd'hui pour prétendre que la GPA ne passera pas demain. Bientôt, médiatiquement et politiquement, on parlera bien sûr aussi d'un motif d'égalité pour la GPA. Sixième point, ouvrir l'AMP sans motif médical
Caroline Roux l'a dit, c'est détourner la médecine de sa finalité. Une fois celle-ci devenue prestation de service pour réaliser le projet parental de femmes seules et de couples de femmes, mais que dira-t-on aux couples hommes-femmes qui ont un problème lié à un problème d'utérus que la simple AMP ne peut résoudre? Que dira-t-on aux conjointes, aux veuves dont l'époux, le conjoint, le compagnon est décédé et dont on a gardé le sperme? Que dira-t-on aux hommes seuls et aux couples d'hommes? Hélas, si vous validez le principe de détournement de la médecine, si vous validez le principe, le fait de priver volontairement des enfants de père, qu'est-ce qui ensuite pourra bien tenir, faire tenir sur une route qui ne conduirait pas à la GPA? 7e point, ouvrir l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes, c'est ouvrir la France à la marchandisation humaine, d'ores et déjà. Tous les pays qui ont étendu l'AMP au-delà des cas pathologiques se sont mis soit à rémunérer les hommes pour qu'ils fournissent leurs gamètes, soit à acheter aux pays qui payent les hommes. Le Danemark vend à la Grande-Bretagne et à la Belgique, c'est bien connu désormais. Alors certains parlent de campagnes d'appel à dons, comme le CCNE, mais les campagnes d'appel à dons, et le professeur Israël Nizan le développait hier dans une tribune dans le Figaro, les campagnes d'appel à dons ne marchent pas, ne marchent d'ailleurs dans aucun pays. Aucun pays, quand c'est gratuit, n'arrive à couvrir les besoins pour les couples souffrant d'une pathologie et donc rentrent tous, comme je le disais, dans le commerce des gamètes avec l'AMP dite pour toutes. Et donc étendre l'AMP, c'est déjà ouvrir la marchandisation humaine. Ça n'est pas avec la GPA que cela viendrait, ce serait d'ores et déjà là. 8e point, avant d'en finir, l'AMP sans motif médical, de même que l'autoconservation des gamètes sans condition médicale, est une technicisation excessive, outrancière de la procréation, dès lors que les personnes concernées ne souffrent pas de pathologie de la fertilité. C'est une évolution, une dérégulation, une incitation qui va démultiplier considérablement le recours à l'AMP. La procréation sans sexe pour tous, en effet, comme disait M. Touraine. Business international, technicisation, tout cela est contraire à l'état d'esprit écologique dont se réclame le président, le gouvernement, la République en marche. Nous avons fait n'importe quoi pour la planète, la faune et la flore, et nous ne parvenons plus à stopper nos dérives. Ne faisons pas de même avec la procréation humaine. Or, si nous ouvrons l'AMP au-delà des cas liés à une pathologie, nous irons sur le chemin de la GPA qui, elle, sera évidemment encore davantage anti-écologique. Alors, je le sais bien, évidemment, il y a un aspect qui fait partie de la gestation pour autrui, mais pas de l'AMP. C'est l'allocation de femmes, en effet. Mais d'abord, vous voyez bien que si l'AMP sans père est légalisée, tout sera prêt pour que la GPA soit légalisée lors de la révision de la loi de bioéthique suivante. Il ne restera qu'à s'habituer à utiliser des femmes comme incubatrices pour tel ou tel qui veut un enfant. Il suffira de dire et de répéter pendant quelques années que c'est altruiste, que c'est généreux. On l'entend déjà largement. Nous en sommes presque déjà à croire qu'on peut effacer le père d'un enfant. Ce serait même 2000 enfants chaque année, d'après les estimations d'Agnès Buzyn sur la PMA dite pour toutes. En réalité, la gestation pour autrui est déjà sur la scène. Vous le savez, elle est dans les séries télévisées, elle est au cinéma, elle a déjà fait l'objet de propositions de loi et d'amendements. Elle est en outre littéralement déjà reconnue par la France dès lors que nos concitoyens vont à l'étranger, comme si la dignité des femmes ne devait être respectée que sur notre territoire. La Cour de cassation, suivie au mois de novembre par la Cour d'appel de Rennes, a ainsi reconnu d'ores et déjà la filiation sociale d'un certain nombre de conjoints de pères biologiques d'un enfant né de GPA à l'étranger. Alors pour conclure, la déréglementation de l'AMP met en place le dispositif pour la légalisation de la GPA. Tout y est. Droit de l'enfant piétiné, déni de ce que sont la paternité et la maternité, création de la filiation sociale, détournement de la médecine, technicisation à outrance de la procréation, marchandisation humaine et, j'ajoute, contexte idéologique. Certes, le Premier ministre
nous a dit que la GPA ne serait pas légalisée. Mais sa phrase se terminait par « sous ce quinquennat ». Voilà, je sais, nous savons, et nous sommes bien placés pour le savoir, qu'il faut du courage pour résister à ce véritable tsunami de pression, de désir, certes bien compréhensible, mais pour les générations à venir, nous ne pouvons pas franchir cette ligne rouge de la PMA sans père, s'il vous plaît. Je vous remercie de votre écoute et Anaïs Doineau va nous parler quelques instants de cette expérience de l'absence de père. Nous savons que trop peu de personnes concernées ont été auditionnées du côté de l'Assemblée nationale et sont entendues dans les médias sur cette expérience qui est au cœur de notre sujet. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je m'appelle Anaïs Doineau, j'ai 20 ans et depuis mes 3 mois, je n'ai pas eu mon père. Alors autant dire que je n'en ai pas eu, parce que je n'en ai même pas eu à souffrir la séparation ou le deuil. Je n'ai connu que ça. C'est habituel pour moi de ne pas avoir de père. Et pourtant, je peux vous dire que l'absence d'un père est un manque profond dans la construction et l'existence d'une jeune fille. Que diraient de moi les études anglo-saxonnes sur lesquelles le débat se fonde? Parce que je fais de brillantes études, j'ai des amis, je chante, je ris, j'écris, je ne suis ni hystérique, ni névrosée, je n'ai pas fait de dépression ni de tentative de suicide. Alors quoi? Tout va bien? Oui et non. Oui, parce que je fais avec, parce que je porte cette béance intime, parce que... Je me suis perdue. Ce vide affectif, je le traîne, et ce vide affectif qui aurait dû être comblé par un père, je le supporte, et ça tant bien que mal. Et aussi cette absence d'altérité originelle et unique, qui est très différente de celle entre hommes-femmes qu'entre père et fille, je l'accepte et je le porte, tant bien que mal. Et pourtant, non, parce que je porte ma croix. Parce que je porte ma croix habituelle, si habituelle que je pourrais même être tentée de l'ignorer. Mesdames, messieurs, je n'ai jamais eu mon père et pourtant, je ne pourrai jamais le remplacer, alors même que tout mon être ne cesse de le chercher dans les bras, dans les mots, sous les yeux, les bravos et l'affection, l'admiration de tous les hommes. J'ai grandi seule avec ma mère, dans une famille soudée, aimante, équilibrée. J'ai été choyée, bien éduquée, mais avec tout cela, on ne remplace tout de même pas un père. Ça n'a rien remplacé en fait. Et la souffrance indicible, elle est bien là. Dans mon cœur de femme, il manque cette ouverture décisive à l'altérité, rassurante, apaisée. Il y a cette place capitale qu'aurait comblé un père. Il y a cette place capitale qui reste néanmoins vide. Et je passerai ma vie à devoir accepter de ne pas avoir le droit d'avoir un père. La faute à la vie, c'est ça que je me dis. Mesdames, Messieurs, maintenant je me mets dans la peau d'un enfant issu d'AMP sans père. Et je me dis, comme tous les enfants sans père, pourquoi, moi, n'ai-je pas le droit d'avoir un père? Et l'on me dit que c'est que ma mère l'a voulu. Est-ce que vous mesurez les conséquences d'une telle situation sur le cœur d'un enfant, lui qui déjà est privé de père, mais qui est aussi privé du droit de s'en désoler, car il est tenaillé entre son amour et sa culpabilité face à sa mère, qui est l'auteur de son inconfort affectif? Madame, Monsieur, au nom de tous les sans-pères, je veux vous dire que vous êtes responsables de ces futurs orphelins que la République envisage de créer. Alors moi, avec ce que je suis, avec ce que je vis, je vous demande de courageusement vous y opposer. Je vous remercie. Merci, Madame Morinière. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs,
Nous vous remercions pour votre invitation des associations familiales catholiques. Membres de l'UNAF, nous portons la parole de nos 30 000 familles adhérentes réparties dans 300 associations locales sur tout le territoire de la République. Mouvement familial, mouvement de laïcs, nous sommes fondés sur l'enseignement social de l'Église catholique. Nous portons une parole qui n'est pas celle d'un lobby, mais celle de familles attachées au bien commun pour tous les Français. Nous ne revendiquons donc aucun nouveau droit ou aucun intérêt particulier pour nous-mêmes, mais nous nous efforçons de promouvoir une certaine idée de l'homme, une certaine idée de sa dignité intangible, et aussi de promouvoir la manière dont s'organise la société autour de sa cellule de base, sa cellule vitale, de sa cellule fondamentale qui est la famille. La famille est un écosystème fragile, on en parle beaucoup des écosystèmes actuellement, eh bien c'est l'un des écosystèmes, celui dans lequel grandit le petit homme, et c'est un écosystème que nous devons collectivement protéger. Collectivement, vous, parlementaires, nous, corps intermédiaires, mais aussi chaque citoyen. Vous nous invitez à nous exprimer sur ce texte. Quelle est l'unité de ce texte? Nous constatons que la bioéthique est invoquée pour justifier un texte de réforme sociétale en matière de procréation. Si la loi de bioéthique est remise en cause et utilisée au cours de chaque quinquennat, puisque c'est ce vers quoi on s'achemine, pour promouvoir des avancées que la précédente révision n'a pas obtenues, comment la loi pourra-t-elle faire consensus, être acceptée, être respectée et être reconnue dans son rôle normatif partagé? Si ce n'est pas un texte de bioéthique, alors qu'est-ce qui fait l'unité de ces 34 articles, et en particulier la cohérence des articles qui touchent à la procréation humaine? Nous affirmons que l'essentiel de ce texte organise le cadre légal de la procréation artificielle et marchande avec l'installation d'une chaîne de production humaine. Comment ça se passe? Un couple ou une femme est en mal d'enfant, scène habituelle de toute vie de famille. Des gamètes sont donnés, des gamètes sont prélevés, des embryons sont conçus, ils sont implantés, des enfants naissent. Bonne nouvelle, un enfant est toujours une bonne nouvelle. Mais au milieu de tout cela, de ce processus gratuit mais pas sans coût, un coût assez important puisqu'on l'a chiffré en France à 300 millions d'euros. Et dans un récent reportage de la chaîne parlementaire, il était chiffré à 20 milliards d'euros sur l'ensemble, sur le monde entier. Processus qui n'est pas d'une productivité extraordinaire non plus. Chaque cycle de FIV réussit à 25%. Dans les meilleurs des cas, la technique de l'ICSI permet d'avoir 25%. C'est plutôt un petit peu moins. Et chaque insémination artificielle, 12%. C'est très faible. Cette chaîne de production ne marche pas très bien. Alors, comment ça s'organise? Eh bien, il y a des normes. Par exemple, le cariotype qui est pratiqué systématiquement sur chaque don de gamètes. Un homme ou une femme donne soit ses spermatozoïdes ou ses ovules et on fait systématiquement un cariotype. Et donc, on vérifie la norme de qualité des gamètes qui sont données. Le diagnostic préimplantatoire pourrait faire la même chose sur l'embryon conçu. Ça a été pour le moment rejeté à l'Assemblée. Espérons que cela dure, mais je pense que nous ne résisterons pas à la prochaine révision des lois de bioéthique de permettre de faire systématiquement un DPI sur les embryons conçus pour la PMA. Ensuite, dans cette chaîne de production, la recherche sur l'embryon fait le travail de recherche et développement, de R&D, comme dans toute entreprise. La recherche sur l'embryon, elle n'a pas, depuis 20 ans, au moins 20 ans qu'elle existe, permis des progrès thérapeutiques majeurs. Je vous mets au défi d'en citer, permis de progrès thérapeutiques majeurs. Mais pourquoi est-ce qu'on la continue? On la continue parce qu'il faut améliorer cette chaîne de production assez peu rentable. Donc le système doit s'auto-alimenter et s'auto-améliorer lui-même. Et peu à peu, une philosophie que l'on nomme maintenant de qualitariste, philosophie qualitariste du produit se met en place. C'est-à-dire que cette philosophie qualitariste, c'est au lieu de considérer le bien ou la bonté des choses, ça considère sa qualité. Et nous voyons que nous sommes dans un monde de plus en plus normé et qu'on s'attache de plus en plus à la qualité. C'est aussi possible donc, pour la personne humaine. Et c'est d'autant plus possible que dans cette loi, le double don de gamètes, qui est quand même un petit peu étrange, pourquoi un double don de gamètes alors qu'il y a plein d'embryons disponibles pour être donnés et réimplantés chez d'autres couples? Eh bien, le double don de gamètes veut dire double cariotype, et donc on vérifie la qualité des gamètes. Mais aussi, dans le fameux article 17 déjà cité, la possibilité de faire des embryons transgéniques permet aussi d'améliorer la qualité du produit final.
Enfin, les perspectives de développement, on les a largement citées, c'est évidemment la gestation pour autrui. On ne peut pas imaginer qu'on résistera. D'abord, on est en train de la reconnaître très insidieusement à l'étranger, et après, on nous fera pleurer, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça, on nous fera pleurer en nous disant les pauvres couples doivent aller à l'étranger. C'est injuste, c'est ce qu'on est en train de faire pour la PMA, donc reconnaissons-le en France. Alors, qui est-ce qui tire profit de cette chaîne de production artificielle? C'est quand même ça qui est intéressant à regarder. Les premiers qui en tirent parti, ce sont les adeptes de l'idéologie moderniste, qui cherchent à améliorer l'humain, à l'affranchir, à l'émanciper toujours plus, acceptant, mais vous remarquerez, c'est seulement pour autrui, le risque prométhéen de créer des personnes de plus en plus désaffiliées de leur ancrage charnel, biologique, généalogique. Les décideurs qui promeuvent ce projet de loi font partie de ces premiers bénéficiaires. Ensuite, il y a le business technique et marchand, que j'ai commencé à vous décrire, de la bioéconomie qui est en plein développement. Vous savez, on a eu les chiffres de l'Agence de biomédecine, peut-être les avez-vous regardés, on les a eus en septembre dernier pour 2017. Entre 2016 et 2017, 5% de plus de PMA. Je ne crois pas, je suis médecin, je ne crois pas qu'il y ait 5% de plus d'infertilité dans notre pays. Donc ce système doit progresser en permanence. Je prends le temps de vous citer tous les métiers qui sont concernés. Le marché des technologies de la reproduction englobe de très nombreuses industries à travers le monde, les laboratoires pharmaceutiques, biomédicaux, les personnels de santé mentale. Il faut être accompagné pour vivre cette épreuve. Les cliniques spécialisées en procréation artificielle, les laboratoires de séquençage génomique, les banques de gamètes, les agences, les cliniques spécialisées en GPA. Vous ne direz pas chez nous en France. Attendons, je vais vous donner rendez-vous dans 5 ans, ce sera sans doute différent. Les experts juridiques, les réseaux commerciaux qui régulièrement viennent s'installer en France pour faire la promotion de la GPA dans les hôtels parisiens en faisant de la publicité sur les réseaux sociaux. Bref, 20 milliards de dollars. Les derniers bénéficiaires, la troisième catégorie, eh bien, ce sont les hommes et les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle. On les a mis en avant, mais en fait, peu importe. Les hommes et les femmes qui ont recours à ces techniques et dont les corps ou les produits de leur corps servent à ces techniques. Sont-ils les utilisateurs ou sont-ils les matières premières de la bioéconomie? Ils et elles ont été mis en avant, mais sont-ils les bénéficiaires ou seulement très utiles à ces deux premières catégories que j'ai citées? Je vous rappelle la citation de Sylviane Agacinski dans Le Point, fin juillet. Elle disait « L'enjeu de ces débats est la confusion entre les personnes et les biens ». Nous, associations familiales catholiques, nous savons que la vie bonne est une vie reliée, insérée dans des générations cohérentes, accueillie, quelles que soient ses faiblesses, et aimée pour elle-même et non pas parce qu'elle viendrait combler un manque chez ses parents. La dignité de la personne humaine ne tient pas aux normes de qualité auxquelles elle satisferait, ni à son autonomie, ni à sa valeur économique. Le respect de cette dignité est ce qui fait le degré de développement d'une civilisation. Rappelons-nous qu'il n'est rien resté de Sparte qui pratiquait le tri des enfants à la naissance. Alors, nul ne doute que dans vos territoires ruraux ou plus citadins, on ne vous réclame pas ces évolutions à corps et à cri. En fait, ça n'intéresse pas grand monde. Vous savez, nous avons tracté ce week-end, il y a eu des piquets de mobilisation, vous avez peut-être entendu parler de ça. Ça n'intéresse pas grand monde, il y a beaucoup de gens qui méconnaissent ce projet de loi. Le bricolage de l'embryon, c'est un truc de Parisien, quand on habite le Quercy, les Mauges ou le Chablais. La loi ne peut pas répondre à toutes les souffrances ou toutes les douleurs. C'est malheureux, mais c'est ainsi. En revanche, son rôle est d'empêcher un certain nombre d'abus, en particulier d'organiser un droit à l'enfant, parfait, et de résister à la poussée de la bioéconomie. Le rôle de la loi est de mettre des limites au désir de toute puissance afin que la vie en société, tous ensemble, puisse rester possible. Cette société, nous avons choisi de la fonder sur une triple devise dont la relecture que je laisse à Bertrand Lionel Marie éclaire singulièrement ce projet de loi. En guise de conclusion, je voudrais vous remercier et pour votre courage et votre clairvoyance, et je remarque que je suis la troisième personne à faire appel à votre courage. Votre courage, car comme le disait Peggy, il faut toujours dire ce que l'on voit, et votre clairvoyance, car il faut toujours, et c'est plus difficile, voir ce que l'on voit. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les sénateurs, merci de nous accueillir et de nous écouter. Ce projet de loi, dont nous pourrions croire, en cédant à l'ère du temps, qu'il participe de l'octroi de nouveaux droits et d'un progrès prétendument inéluctable, doit être questionné. Et il est de votre noble et lourde responsabilité
en tant qu'élu de la nation, de prendre le temps de le faire avec courage. Nous vous proposons un éclairage à la lumière des valeurs de la République auxquelles nous sommes tous ici attachés. Liberté. D'emblée, le débat qui a animé notre société depuis les États généraux de la bioéthique jusqu'au processus législatif en cours appelle des observations sur la liberté d'expression, la liberté de réunion ou la liberté de manifestation constitutionnellement garantie. On pourrait y revenir. Il appelle aussi une interrogation profonde sur la capacité de la démocratie qui délègue son pouvoir à des sachants et à des experts, dont certains ne savent pas même ce que sont le bien et le mal, à régir les techniques devenues folles, comme disait Camus dans son discours de Suède. Et d'autre part, sur la condition de l'homme dans l'univers technique, notamment de l'homme dans l'univers de l'AMP. Comme l'écrivait Jacques Ellul, cité ces temps-ci par des personnalités aussi variées qu'Alain Juppé, Denis Tillinac, Jacques Testard ou José Bové, l'homme idéal inventé, produit par le génie génétique, n'aurait aucune liberté, puisqu'il serait le modèle qu'il était programmé d'être, et quand même, la liberté absente, c'est un gros morceau. Troisième observation, la convocation de la médecine et du droit est par ailleurs de nature à heurter la libre conscience de médecins, de notaires et ou d'officiers d'état civil. Égalité. Comme rappelé par le Conseil d'État et déjà évoqué dans une décision du 28 septembre 2018, les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe. La différence de traitement résultant des dispositions relatives à l'AMP entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples de personnes de même sexe est en lien direct avec l'objet de la loi qui l'établit et n'est ainsi pas contraire au principe d'égalité. En raison, en appeler au principe d'égalité participe donc d'une certaine confusion. Il est en revanche, ou il serait en revanche inégalitaire, de créer différentes catégories d'enfants. Si un enfant à naître est en droit fondé à obtenir réparation du préjudice d'affection d'avoir été accidentellement privé d'un père, celui amputé de père par la loi le pourra-t-il? À défaut, il y aurait bien discrimination et, si tel est le cas, quelle sera la cohérence d'une action publique qui créerait par la loi les conditions d'un tel droit à réparation, du laboratoire au prétoire. Troisième observation, comment enfin soutenir, ça a déjà été abondamment dit, mais comment enfin soutenir sérieusement et garantir juridiquement que cette invocation du principe d'égalité ne débouchera jamais, comme cela est affirmé aujourd'hui la main sur le cœur, sur la légalisation par la République des mères porteuses à la demande de couples ou d'hommes célibataires. Et quand je dis de couples, c'est de couples composés d'un homme et d'une femme ou de couples composés de deux hommes. Pour le dire avec les mots du Premier ministre, avant son virement de bord, nous nous opposerons résolument à la PMA pour les couples homosexuels féminins et à la GPA qui, au nom de l'égalité, ne manquera pas d'être réclamée par la suite. C'était dans le Huffington Post en février 2013. Fraternité. La fraternité nous paraît être, au fond, la grande oubliée de ce projet. Quand l'enfant sera né d'une procréation sans sexe pour tous, ça a déjà été dit, sans indication médicale donc, cette procréation sans sexe pour tous étant prônée par le rapport Touraine, mais étant instaurée par le projet que vous avez à étudier. Quand cet enfant sera possiblement issu de la rencontre programmée
de 2 gamètes de tiers donneur labellisés, comme on vient de le dire, voire après-demain par 2 gamètes artificielles, puisque le projet de loi autorise la recherche pour la création de gamètes artificielles, ou après screening, c'est-à-dire dépistage systématique et tri de multiples embryons pour répondre à des spécifications, voire à un cahier des charges, puis porté un jour peut-être dans un utérus artificiel. Cet enfant sera-t-il encore notre frère en humanité? Attendrons-nous un avènement, une naissance ou une livraison? Quel regard porterons-nous sur ce nouveau-né? Alors que nous prenons trop lentement conscience des méfaits du productivisme sur notre environnement, sur notre maison commune, Sans nature, pas de futur, titrait récemment un grand magazine de mode. N'est-il pas paradoxal, au mépris des générations futures, de céder, en matière de procréation humaine, à l'artificialisation à tout crin et à un prométhéisme drapé dans un progressisme de bonne aloi? Un authentique humanisme ne devrait-il pas prendre soin, au premier chef, des générations futures? Si une transition écologique est requise, ça a déjà été évoqué, la bioéthique ne peut rester en dehors de son champ. Demain, d'autres Greta Thunberg se lèveront pour agir contre la République sur le fondement des articles 3 et de l'article 7, alinéa 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et de son protocole facultatif, tous deux ratifiés par la France. J'en termine. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur la Terre, lancé Hans Jonas en 1979. Son interpellation, à l'origine du principe de précaution, demeure d'actualité. Les poissons roses. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, merci beaucoup de nous accueillir et j'allais dire d'être plus accueillants que l'Assemblée nationale. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes donc les Poissons Roses, nous sommes une plateforme de chrétiens à gauche, inspirée par la pensée d'Emmanuel Mounier, fondateur de la revue Esprit et du personnalisme. Créée en 2010, nous représentons une gauche humaniste et privilégions une approche de la politique par le bas, à partir des réalités sociales qui fondent la construction de la société et de la politique. Pour nous, tout est lié entre le social, l'économie, l'environnemental et le spirituel, selon une démarche d'écologie intégrale. Nous avons plusieurs bancs, ce que nous appelons des bancs, c'est-à-dire des associations locales en Provence, à Nantes, Bordeaux, Dijon notamment. En 2016, la publication de notre livre « À contre-courant » voulait interpeller la gauche face à sa dérive sociétale. Depuis, nous publions une dizaine d'analyses disponibles sur notre site www.poissonrose.org. Le rapport sur la famille durable au-delà des fascinations biotechniques, que j'ai eu le plaisir de rédiger avec un groupe de travail. D'autres rapports, par exemple sur la laïcité, sur un projet pour l'Europe. Notre dernier rapport Enquête sur les invisibles de la République sera publié aux éditions du CERF en mars 2020. Et notre prochain groupe de travail portera sur démocratie et écologie. Donc un spectre de sujets très large. Et nous fonctionnons principalement par groupe de travail, en auditionnant les acteurs et experts d'une question dans une démarche que nous voulons ouverte et respectueuse des différences. Pour le rapport sur la famille durable, nous avons ainsi auditionné la Manif pour tous avec Madame Ludovine de la Rochère, jusqu'à l'association David et Jonathan, qui est la première association française d'homosexuels hommes et femmes datant de 1972. Nous avons aussi reçu une très intéressante contribution écrite d'un mouvement LGBT qui a préféré rester anonyme. Alors, sur l'extension de l'assistance médicale à la procréation, l'AMP, sur laquelle je vous propose de concentrer notre propos, notre position est le maintien du statu quo. Pour plusieurs raisons, mais je voudrais insister sur les deux raisons suivantes.
La première, Monsieur le Président, c'est que nous sommes venus ici, ce soir, défendre la loi. Nous sommes venus défendre la loi, et d'ailleurs nous sommes venus défendre votre rôle à vous en tant que parlementaire. Alors évidemment, nous ne défendons pas la loi qui nous est proposée, mais la loi de la République. C'est la première fois dans notre République qu'une loi vous est présentée officiellement sans se référer à un motif d'intérêt général, ni à une méconnaissance d'une norme supérieure, par exemple constitutionnelle. Le motif retenu par le gouvernement pour proposer cette réforme est en effet le droit au désir d'enfant. C'est à la page 40 de l'étude d'impact, et l'égalité du désir. Ce désir est tout à fait légitime. Il anime d'ailleurs des couples hétérosexuels comme des couples homosexuels et des personnes seules. Nous reconnaissons l'ampleur de la douleur de ceux qui ne peuvent satisfaire à ce désir. Mais nous voulons mettre en garde la représentation nationale contre un glissement tout à fait sensible, inédit, auquel procède cette loi. Le recours à la loi républicaine, j'allais dire à l'impérium du législateur, est ici légitimé par l'égalité de désir, qui n'est pas, on l'a déjà dit, le Conseil d'État l'a dit, le Conseil constitutionnel l'a dit, l'égalité des conditions que protège l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. Alors nous ne sommes pas naïfs. Il y a de nombreuses hypocrisies, j'allais dire, dans l'élaboration, ou plutôt les propositions de textes législatifs. On pense par exemple aux niches fiscales, dans lesquelles tel ou tel groupe d'intérêts essaye d'avoir un dispositif législatif. Mais chaque fois, il y a au moins une apparence d'intérêt général. Ici, ce n'est pas l'intérêt collectif qui est en jeu, c'est l'intérêt d'un collectif, aussi sympathique soit-il, encore une fois. Le projet de loi crée un droit spécifique, dérogatoire à de nombreux autres principes, qui est attribué du seul fait de l'égalité de désir, en raison de la seule appartenance à une orientation sexuelle ici, laquelle, heureusement, n'est plus un délit et n'est pas un handicap. Ce faisant, le projet de loi porte atteinte au principe de la souveraineté de la loi dans notre démocratie. La loi est l'expression de la souveraineté nationale et donc expression d'intérêt général, nous dit l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. Le principe de l'universalité de la souveraineté nationale se trouve aux articles 1er de la Constitution, dans son unicité, et à l'article 3 de la Constitution, qui reprend l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme. Pas besoin de vous les citer, vous les connaissez très bien et par cœur. Or, le Conseil constitutionnel a déjà consacré toute sa valeur constitutionnelle à ce principe de la souveraineté nationale dans sa décision du 30 décembre 1976, élection de l'Assemblée des communautés au suffrage universel direct. Plus précisément, dans sa décision 99-412 DC du 15 juin 1999 sur la charte des langues régionales, le Conseil constitutionnel a décidé ceci, je cite, « Le principe d'unicité du peuple français, dont aucune section ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale, a également valeur constitutionnelle. Considérant que ces principes fondamentaux s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à chaque groupe, que ce soit défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance », fin de citation, et on pourrait ajouter, ou d'options personnelles, options sexuelles par exemple. Alors, le projet de loi nous entraîne officiellement dans ce que le grand juriste et philosophe italien Natalino Hirti appelle le nihilisme juridique, dans lequel la loi ne tire plus sa légitimité que de principes procéduraux. D'où 3 conséquences et un constat. 3 conséquences à ce projet de loi qui crée, nous semble-t-il, un dangereux précédent pour la loi de la République. Il n'y a plus, premièrement, d'argument pour arrêter n'importe quel collectif d'intérêt, n'importe quel groupe d'expression, et donc les plus puissants d'entre eux, évidemment, à avoir accès, au nom de l'égalité de désir, à la légitimité de la loi républicaine. La deuxième conséquence, mais je n'y reviendrai pas parce qu'on en a parlé précédemment, est l'extension de ce désir à la GPA, qui deviendra alors légitime et qui, selon nous, conduit nécessairement mais inéluctablement à une forme nouvelle d'esclavagisme. Or, évidemment, en tant que poisson rose, nous sommes contre l'esclavagisme. Et puis, troisièmement, le Parlement n'a plus de sa raison d'être, puisque c'est à lui, c'est-à-dire à vous, qu'incombe, dans une démocratie qui n'est pas le césarisme, de faire la médiation, l'équilibre entre les intérêts collectifs qui forment la société. Le constat, eh bien, il est le suivant. C'est que l'extension de l'AMP que l'on vous propose aujourd'hui est finalement un épiphénomène.
Je suis désolé du caractère un peu brutal de ce terme qui pourra, j'allais dire, choquer ceux qui, légitimement, cherchent à satisfaire ce désir d'enfant. Mais c'est un phénomène, et c'est un phénomène qui est minoritaire. Le vrai sujet de politique et d'intérêt général est celui-ci. Quelle famille veut la société française pour aujourd'hui et pour les générations futures? On peut estimer à entre 10 et 15 millions de personnes, de Français, soit 25% de notre population, et non pas seulement les 3000 personnes identifiées dans l'étude d'impact, qui se débattent aujourd'hui avec des problèmes compliqués, graves, de familles éclatées, de familles monoparentales, de définition de la distinction entre l'autorité et la responsabilité parentale. C'est d'ailleurs pour ça que nous, Poisson Rose, nous demandons à réunir des états généraux de la famille durable. Le deuxième point sur lequel je serai plus rapide est la marchandisation du corps humain, qui est une conséquence inéluctable de cette loi. Le projet de loi est inapplicable compte tenu de la pénurie actuelle de gamètes, aggravée dans le futur. La présentation de l'équilibre entre l'offre et la demande de gamètes par l'étude d'impact est au mieux irénique, au pire on pourrait la traiter de fallacieuse. Ce qui pose quand même un problème pour la relation entre le pouvoir législatif et l'exécutif. Dans le calcul le plus favorable à l'effectivité de la réforme, les chiffres donnés en pages 23 et 25 de l'étude d'impact, qui publie des tableaux qui sont à la fois exhaustifs et j'allais dire avec beaucoup de franchise, mais ces chiffres conduisent à une insuffisance dans un facteur qu'on peut calculer de façon certes grossière, mais qui est le résultat de ce tableau, dans un facteur de 1 à 5. Le nombre de donneurs est aujourd'hui de 363. Dans une estimation la plus favorable, il en faudrait à peu près 1600. Avec une insuffisance de la production actuelle et, si l'on voulait satisfaire toutes les demandes, eh bien, à l'épuisement du stock en une année. Alors, sans parler de la levée de l'anonymat, dont on ne sait pas trop quel effet il y aura nécessairement des phénomènes d'allongement de file d'attente, des risques de marché noir, etc. La mission d'enquête de l'Assemblée nationale s'en est d'ailleurs inquiétée, voir son rapport à la page 61. Les représentants des sécos, au cours des auditions de l'Assemblée nationale, on a même avancé un chiffre, un prix, 500 €. Ce qui est en ligne à peu près avec les pratiques aux États-Unis, par exemple, de 1 500 $ par mois pour un donneur qui donnerait 3 fois par mois. C'est donc finalement la marchandisation d'une part du corps humain qui est inéluctable et à laquelle nous nous opposons, car nous connaissons la force destructrice du marché. Le marché est nécessaire, mais c'est un rapport de force. Le gouvernement considère que c'est un faux problème et que l'offre s'ajustera spontanément. Alors nous avons fait, nous, Poisson Rose, une expérience. Et je laisse la parole à Michel Simonet. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, plutôt, effectivement. Bonsoir, Monsieur le Président, les sénateurs, sénatrices et vous, les rapporteurs. Je vais aborder la politique par le bas. Ce projet de loi nous paraît inapplicable vu la pénurie de gamètes. Sans gamètes, tout ce qui est évoqué ici est sans effet. Rappelons les chiffres. En 2016, il y a d'un côté 363 hommes, qu'a précisé Bertrand, donneurs, pour toute la France, et de l'autre côté, 3500 femmes traitées pour infertilité pathologique. Et il y a déjà pénurie. Ce projet de loi prévoit 2000 à 3000 nouvelles candidates à une PMA. C'est ce constat de pénurie qui a conduit les Poissons Roses à élaborer un kit donneur. Alors, je vais le préciser, une burette et un certificat de traçabilité signé par le donneur. Alors, nous étions le 9 juillet devant l'Assemblée nationale avec ce kit donneur pour le recueil des semences auprès de 95 parlementaires de moins de 45 ans. Mais nous n'avons pas oublié les sénateurs de moins de 45 ans et nous avons préparé à chacun d'entre eux un kit donneur personnalisé avec leur nom. Alors, je l'ai préparé dans un... Je les mettrai tout à l'heure sur la table, vous les verrez, donc on les a préparés pour que vous ne soyez pas oubliés. Certains députés avaient réservé l'intimité. On avait prévu un camion à ce propos-là. La liste des 110 ministres et parlementaires est consultable sur le site de l'établissement français des semences des ministres et parlementaires. Alors cela peut vous paraître un peu potache,
Mais comment souligner autrement l'incohérence du projet de loi qui oublie les gamètes? Le problème serait résolu, selon M. Touraine, et je le cite, si 0,01% des hommes français acceptent de donner leur sperme. Or, nous devons le constater, les hommes sont trop conscients de l'importance de ce geste, ils le refusent. Nous voyons deux conséquences importantes. D'une part, il va falloir gérer cette pénurie. Peut-être faut-il envisager une procédure de type DALO gérée par le préfet. D'autre part, cette pénurie va générer un marché gris des gamètes où régnera l'inégalité et l'injustice. Cette pénurie va créer la marchandisation des gamètes et nous refusons d'entrer dans cette logique marchande. En conclusion, ce projet de loi bute sur une réalité humaine, obstinée et oubliée, la réticence masculine à donner ses gamètes. L'aveuglement à ignorer cette réalité est surprenant. Aussi, nous ne croirons à la PMA pour toutes uniquement lorsque plus de 50 parlementaires donneront leurs gamètes et montreront l'exemple à la nation tout entière. Pouvez-vous, messieurs les sénateurs, j'arrive pas à rire, pouvez-vous, messieurs les sénateurs, nous donner des garanties à ce sujet? Mais il n'a pas 45 ans. Mais vous l'auriez fait, voilà. Pardon. Juste, donc, je vais donner la parole maintenant aux rapporteurs, puisque c'est eux qui doivent vous poser des questions. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, Monsieur Dumaré, sur la référence à l'intérêt général par rapport à la loi. Je n'entends pas votre observation sur ce sujet-là. Et je ne sais pas si Mme Jourdas sera d'accord avec moi, qui est la membre de la commission des lois, dans la mesure où vous avez, en disant que ce projet de loi ne faisait pas référence à l'intérêt général, parlé essentiellement de la PMA, qui est un seul article de la loi. Le reste de la loi de bioéthique fait référence à l'intérêt général, et c'est une obligation légale, puisque dans la dernière loi de bioéthique, nous avions décidé qu'elle était révisable à l'époque tous les 7 ans, parce que l'Assemblée nationale ne voulait plus de révision de la loi de bioéthique, et le Sénat souhaitait que cette loi soit révisable tous les 5 ans. On a trouvé d'ailleurs un accord sur 7 ans, ce qui me semble beaucoup trop long, et en effet, si l'Assemblée nationale revient sur tous les 5 ans, j'espère que le Sénat reviendra aussi sur tous les 5 ans. Voilà ce que je tenais à vous dire sur le sujet. Vous contestez un article, et je l'aurais avec vous contesté si ça avait été un projet de loi uniquement sur la PMA. Je laisse la parole à Mme Jourdas. Merci, Monsieur le Président. Mais il s'avère qu'il s'est produit ce que vous pensiez au départ, c'est-à-dire que vous avez été tellement complet dans vos propos que pour ma part, je n'ai pas particulièrement de questions à vous poser, puisque je crois que vous avez exposé l'intégralité de vos arguments. Il y avait juste éventuellement une question sur le diagnostic préimplantatoire, mais comme c'est Mme Imbert qui s'en occupe, je ne vais pas intervenir à sa place. Madame Imbert, donc. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs, pour vos interventions. Madame la rapporteure, si ma question ne te convient pas, tu pourras bien évidemment en poser une autre. D'abord, une remarque. Vous avez été plusieurs à parler de la marchandisation inéluctable du corps humain. Je comprends cette inquiétude, mais j'aurais envie de vous retourner une question. Comment expliquez-vous que le don du sang soit toujours gratuit alors que nous manquons parfois de donneurs, nous manquons, les stocks parfois sont à un niveau d'alerte très bas, qu'il y a des annonces au grand public pour venir donner leur sang et que ce don du sang est toujours gratuit. Concernant le diagnostic préimplantatoire, d'abord vous nous avez rappelé le courage dont nous devions faire preuve pour aborder ce projet de loi. Ne pensez-vous pas que les couples qui engagent une démarche de procréation médicalement assistée ne font pas preuve de courage, parce qu'on sait qu'une PMA, c'est souvent douloureux dans tous les sens du terme, surtout quand il y a plusieurs échecs à l'issue d'une fécondation in vitro. Est-ce qu'il ne faut pas de leur part aussi du courage et une attente réelle pour avoir bénéficié d'un diagnostic préimplantatoire, et notamment d'un diagnostic préimplantatoire avec les recherches d'anaploïdie.
Et est-ce que vous ne pensez pas que ce DPIA pourrait améliorer les chances de réussite d'une fécondation in vitro pour les femmes, notamment entre 35 et 42 ans, afin d'éviter des fausses couches qui sont aussi évidemment toujours très douloureuses. Est-ce que ce ne serait pas un progrès pour ces femmes? Vous nous avez rappelé les uns et les autres la considération que vous aviez sur les femmes. Vous avez aussi dit que ce texte est une défaite pour les femmes avec une emprise médicale. Mais est-ce que ce diagnostic préimplantatoire avec recherche de haploïdie pourrait pas être leur éviter des fausses couches ou des échecs de fécondation in vitro? Voilà pour ce que je souhaitais vous demander. Je vous laisse répondre. Je veux bien apporter un petit élément de réponse sur le don de sang. Le don de sang, pour moi, c'est absolument pas comparable. Le sang, ça sauve des vies. Donc, effectivement, là, on vient en appeler à des ressorts de fraternité, de solidarité qui sont évidents, puisqu'on a tous envie de contribuer à cette médecine extraordinaire que permet le don de sang. Le don de sperme, ça ne sauve pas des vies. En revanche, ça crée des vies. Et je crois, moi, que s'il y a si peu de donneurs de gamètes, c'est bien que les hommes savent que ce n'est pas rien, en fait, que de nous donner ces gamètes, c'est donner potentiellement sa paternité. C'est savoir qu'il y aura peut-être plusieurs enfants qui vivront, dont on serait le père biologique. Et dans l'avancée de cette loi, c'est aussi maintenant la possibilité, 18 ans plus tard, 20 ans plus tard ce don, de voir arriver des enfants qui seraient nés de ce don. C'est tellement pas anodin d'ailleurs qu'il y a un amendement qui est passé qui spécifie que les donneurs de gamètes pourraient savoir le nombre d'enfants et le sexe de ces enfants qui seraient nés de ces dons. Donc on voit bien que c'est quand même pas quelque chose d'anodin pour un homme ni pour une femme que de donner ces gamètes. Et c'est ça qui explique que ces cellules porteuses de vie sont finalement si peu données dans notre pays. Sur le diagnostic préimplantatoire, ce qui nous inquiète, c'est finalement le glissement permanent que permet la technique. Il y a un risque d'emballement de la technique avec ces technologies. C'est ce qu'on observe notamment aussi à l'étranger parce que l'embryon est rendu disponible par la fécondation in vitro. Donc pourquoi ne pas tester, contrôler ces embryons qui sont rendus disponibles par la fécondation in vitro. Et puis donc en fait, ce qui nous inquiète au fond, c'est le glissement vers un peu le DPI pour tout, c'est-à-dire pour tout ce qu'on sera demain en mesure de diagnostiquer, et aussi le DPI pour tous ceux qui font déjà des fécondations in vitro pour des raisons d'infertilité, et pour tous ceux qui pourraient demander à avoir recours sans raison d'infertilité à des techniques de fécondation in vitro pour faire analyser leurs embryons. C'est le point qu'a relevé la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, comme étant un des risques finalement d'ouvrir de plus en plus au diagnostic préimplantatoire. Et je crois qu'il faut observer ce qui se passe à l'étranger. Nous, aujourd'hui, le diagnostic préimplantatoire, il est très, très limité. Des maladies très graves, incurables, et dans des familles où il y a un risque héréditaire. Mais ouvrir le diagnostic préimplantatoire à des problèmes génétiques ou chromosomiques qui ne sont pas héréditaires, là, c'est ouvrir au contrôle qualité de l'embryon. Parce que les aneuploïdies, ce ne sont pas des problèmes chromosomiques qui sont héréditaires, ce sont des accidents de fécondation. Donc si on ouvre ça, en gros, on dit contrôlons les embryons, même dans les familles où il n'y a pas de risque finalement plus qu'un autre que d'avoir un embryon anormal. Et on voit bien que ce diagnostic préimplantatoire, c'est une bombe à retardement. C'est vraiment un gros enjeu finalement d'un eugénisme technologique à grande échelle. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe de l'autre côté de la Manche en Angleterre, où ils ont déjà une liste de plus de 2000 maladies qu'on peut trouver sur Internet, qui donne accès à ce diagnostic préimplantatoire. Ça va des maladies extrêmement graves jusqu'à des prédispositions et aussi jusqu'au strabisme. Donc voilà, on voit un peu... et ça, je pense que c'est à observer quand même sur ce qui se passe dans d'autres pays, sans parler même
Alors là, ça va encore plus loin, et chez nous, heureusement, je pense qu'on en est loin, mais le diagnostic préimplantatoire, aujourd'hui, il est commercialisé dans des cliniques privées dans plusieurs pays, à Chypre, aux États-Unis, pour permettre aux couples qui le souhaitent, qui ne sont pas forcément infertiles, de coupler une fécondation in vitro et un diagnostic préimplantatoire pour, par exemple, eh bien, choisir les embryons en fonction de leur sexe. Je voulais juste rapidement faire remarquer que Madame Jourda disait, avec de l'humour sûrement, que nous avions pu développer tous nos arguments. À vrai dire, en 10 minutes, je pense qu'il a été aussi difficile pour les uns que pour les autres d'essayer de hiérarchiser l'essentiel de l'essentiel, tant ces sujets sont vastes, on tire un fil, et sur un plan éthique, mais sur un plan humain aussi, les implications, les conséquences sont stupéfiantes. C'est là d'ailleurs aussi où ces sujets sont passionnants, mais où ce projet de loi a tant d'importance. À propos du diagnostic prénatal, quand même, le projet de loi, dans son article 1, ouvrirait l'AMP aussi pour les couples hommes-femmes féconds. Et pourquoi est-ce que des couples hommes-femmes féconds auraient recours à l'AMP ? Eh bien, évidemment, pour éventuellement bénéficier d'un diagnostic prénatal. Et c'est là où on voit bien l'enchaînement qui peut, une fois certaines lignes rouges franchies, on voit bien l'enchaînement qui peut suivre et qui suivra ce projet de loi. C'est là où il est aussi tellement important. À propos des gamètes, de l'achat des gamètes, j'évoquais tout à l'heure la rémunération. Le constat de tous les pays, sans exception, qui ont étendu la PMA au-delà des cas liés à une pathologie, tous sont rentrés dans la bourse des gamètes, si je puis me permettre, en suivant la loi de l'offre et de la demande, donc des prix plus ou moins élevés, selon les caractéristiques, etc. Il faut aller voir la banque de sperme Cryos International, la banque de sperme danoise. D'ailleurs, le projet de loi évoque la question de l'importation des gamètes. Alors, en posant des conditions, ça ne peut pas être au profit d'une entreprise commerciale. Enfin, il y a bien des manières, en réalité, de rentrer dans une forme de trafic international des gamètes. Le 31 août 2018, la Grande-Bretagne a exposé publiquement le fait que dans le cadre du Brexit, elle aurait besoin de passer des accords sur la PMA parce que sans cela, elle ne pourrait plus importer le sperme, les ovocytes et les embryons comme elle a besoin de le faire pour poursuivre l'AMP autant que voulu en Grande-Bretagne. Donc elle achète de manière habituelle à d'autres pays d'Europe. Donc malheureusement, ce sont les faits. Un petit complément aussi, vous avez parlé du don du sang qui est gratuit. De fait, et heureusement que ce don du sang est gratuit, il permet une solidarité et la mise en œuvre de la fraternité. Je constate que quand il manque du sang et qu'un appel à la population est fait, il y a une réponse. Il y a parfois des annonces où on dit quels sont les groupes sanguins qui manquent et il y a une générosité qui s'exerce. On ne voit pas la même chose avec les dons de gamètes, ou alors ça m'a échappé. Mais depuis, il me semble que c'est depuis 5 ans, l'Agence de biomédecine fait des campagnes chaque année pour les dons de gamètes. Donneur de bonheur, le plus petit des cadeaux. Voilà, ce genre de slogans charmants qui sont développés. Donc on est passé de 363 donneurs en 2016 à 404 donneurs en 2017. 404 donneurs qui ont permis la naissance de 1027 enfants. Voilà. Donc on nous annonce 2000 à 3000 femmes. C'est vraiment une estimation, personne n'en sait rien. 2000 à 3000 femmes, on voit bien le nombre de donneurs qui manquent. Voilà. Donc la seule solution est de rétribuer d'une manière d'acheter ou de rétribuer. Mais si on le fait pour les gamètes, eh bien le risque justement, c'est que les donneurs de sang disent ah bah oui, mais nous on veut une petite rétribution. C'est quand même pas très agréable de donner son sang, se piquer, etc. Voilà. Et puis après ça, les donneurs de reins, puis voyez, voilà, ça peut s'enchaîner comme ça. Et tout notre système et notre bioéthique à la française, qui est fondé sur cette fraternité, qui est vraiment quelque chose de très fort pour nous, peut s'effondrer. J'ai eu il y a quelques semaines un journaliste américain qui me demandait ah bon, ils sont gratuits les gamètes chez vous? Vous faites comment alors? C'est pas possible. N'imaginez pas cette gratuité qui est vraiment une spécificité française et qui nous honore. Voilà. Et puis une remarque aussi sur la PMA. Je disais tout à l'heure que les PMA ont augmenté de 5% entre 2016 et 2017. Le nombre de PMA, de tentatives de PMA. Or, dans le même temps, il n'y a pas eu 5% d'augmentation de l'infertilité. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, classiquement, on nous disait
2 ans de relations régulières avant de procéder à des recherches sur l'infertilité et éventuellement une PMA. Aujourd'hui, dès qu'un couple va consulter, voilà, tout de suite ce qui est mis en œuvre, et Caroline Roux le disait bien tout à l'heure, ce n'est pas du tout un travail de recherche, de compréhension de ce qui se passe, c'est de restauration de la fertilité, où la personne peut se sentir guérie, mais aussitôt on compense avec la PMA et avec toujours ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire ce marché qui est là derrière et qui encourage et qui pousse. Vous allez voir un médecin gynécologue qui pratique des PMA, et bien il va en pratiquer une. Pourquoi? Parce qu'une PMA, ça coûte 4 100 € pour une tentative de FIV. 4 tentatives sont remboursées par la Sécurité sociale. 1 000 € pour chaque tentative d'insémination. Voilà. Donc, c'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit pour tout le monde, je le répète. C'est un énorme marché. Et nous drapons cela de cette idée de la gratuité qui est un leurre complet. Il faut vous intéresser au transfert d'argent et au coût et au marché qui est derrière. Un coût qui serait remboursé par la Sécurité sociale, autre problème. Juste peut-être un élément factuel, une donnée factuelle. Si vous allez sur Internet, vous trouvez les chiffres de l'INSEE pour 2018. Vous avez, on nous dit qu'il y a 266 000 personnes vivant en couple avec un conjoint de même sexe. Et c'est tout à fait précis, en fait. Et 44% de ces couples sont des couples de femmes. Ça veut dire qu'il y a, si on sait faire un calcul, 58 520 couples de femmes. Je laisse pour l'instant de côté la question des femmes célibataires. Et on voit aussi sur ce petit document de l'INSEE, donc qui est récent, que 14 630 couples de femmes vivent avec des enfants. Et donc si on fait une soustraction, c'est sans doute un exercice insuffisant, mais on peut commencer par là. Si vous faites 58 520 moins 14 630, ça veut dire qu'il y a potentiellement, dans l'absolu, après on peut discuter évidemment, 43 890 couples de femmes qui sont potentiellement, théoriquement, concernés par cette ouverture d'assistance médicale à la procréation. Alors on va dire évidemment pas toutes parce que ça dépend de leur âge, etc. Bon, bien sûr. Mais même si on dit que c'est que la moitié de ces 43 000 couples de femmes, ça veut dire 20 000 couples de femmes, sachant que, comme disait Pascal tout à l'heure, quand on regarde, parce qu'il faut regarder les chiffres quand même, quand on regarde le rapport de l'ABM de 2017, vous avez eu nombre de couples ayant effectué au moins une tentative d'AMP avec les spermatozoïdes d'un donneur dans l'année, 1961. Donc 20 000 d'un côté, si on fait une approximation, je ne sais pas d'où sortent les 2 000 qui ont été apportés dans l'étude d'impact. Il y a 1961, sachant qu'on est déjà en tension, en fait, puisqu'il y a en gros à peu près une année d'attente pour avoir des spermatozoïdes. Donc il y a quand même un fort risque qui est une marchandisation, d'autant que nos voisins, comme la Belgique, nous ont montré que la Belgique achète du sperme au Danemark parce que la Belgique n'a pas assez de sperme sur son territoire. Ensuite, on est bien obligé aussi de tenir compte de l'état actuel du marché. Allez voir, je vous invite à aller voir non seulement le site de Créos International qui a déjà été évoqué, la plus grosse banque de sperme en Europe, mais ce qui est intéressant, il y a un petit documentaire qui s'appelle Bébé à la carte ou Bébé sur mesure, et vous voyez que avec ce monsieur Olechou qui se compare à un fournisseur de lait, ce docteur qui a créé cette banque de sperme à Arus, ville étudiante, eh bien, ce monsieur, il envoie tous les jours des doses de sperme en France, tous les jours. Et il y a un léger hiatus, si vous regardez ce documentaire, il y a un léger hiatus, c'est que depuis 10 ans, en France, il n'y a eu que 2 déclarations de naissance liées à du sperme fourni par Créos International. Donc il y a un léger problème, c'est qu'au fait, il y a des enfants qui naissent. Donc il y a du sperme qui est acheté par des cliniques françaises ou des médecins français, je ne sais pas, j'en sais rien en fait, et ça donne naissance à des enfants, sans doute beaucoup d'enfants, puisque c'est quotidiennement qu'il y a des doses qui sont envoyées en France, et il y a 2 déclarations de naissance depuis 10 ans. Allez voir ce documentaire, vous verrez, ça permet de se poser quelques questions. Madame Mercier. Merci, Monsieur le Président. Vous avez le mérite de réfléchir. Le mérite de réfléchir, j'ai envie de vous dire que nous aussi, nous l'avons ici au Parlement. Je voudrais vous remercier de ça, mais vous dire que nous avons aussi le droit de douter, que nous faisons énormément d'auditions avec un très large spectre, et que nous avons aussi ce doute cartésien. Plus on avance, plus on réfléchit, mais aussi avec un peu d'humour, plus on avance, plus on recule quelquefois.
Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on n'a pas d'idées préconçues quand on vient vous écouter ou qu'on en écoute d'autres. Vous dire aussi, mademoiselle, que je pense peut-être comprendre votre souffrance, mais que mettre un nom sur un mal-être, c'est peut-être celui-là, mais peut-être pas. Je ne suis pas psychiatre. Donc j'ai bien entendu ce que vous vouliez dire, mais ce n'est peut-être pas la seule réponse. Ajoutez aussi que il faut comparer des choses comparables par ailleurs, égales par ailleurs. Se comparer aux autres pays ne me satisfait pas. La France est la France, avec sa culture, sa façon dont elle s'est construite, en avançant, en reculant. Ce qui est bien ailleurs n'est peut-être pas bien pour nous et vice-versa. Donc voilà, je pense qu'il faut se... Voilà, on a beaucoup de choses très très bien aussi dans notre pays. Donc... se comparer n'est pas forcément toujours une bonne chose en voulant imiter ce qui se fait ailleurs et chez des gens qui ne sont pas des Français avec leur construction. J'ai envie de vous dire que le Sénat, c'est une chambre de refroidissement. On a la coutume de dire ça. Voilà. Mais pas de congélation et qu'il n'y a pas que des vieux sénateurs de 62 ans, qu'il y a beaucoup de choses. Donc nous avons le mérite de réfléchir, je crois, avec sérénité. Nous sommes aussi dans l'accueil et dans une forme de don, mais nous avons le droit d'être quelquefois aussi à contre-courant des médias et à contre-courant les uns des autres. Donc je voulais que vous ayez aussi conscience de ça et de vous dire que peut-être pour nous, la vertu, elle est juste au milieu de la rivière. Si Monsieur Hainaut. Oui, j'aurais pas dit beaucoup de choses différentes que ma collègue. La volonté d'améliorer la vie, de la prolonger, est une quête humaine qui date pas de 2019. Et naturellement, il y a la question de la science et il y a la question légitime de l'éthique par rapport à ces avancées scientifiques. Et là, naturellement, ce sont des convictions, et les convictions par nature, en démocratie et en république, elles sont diverses. Et il y a des aspirations. Et donc, moi, j'ai une question toute simple, parce que c'était le professeur Nizan qui disait ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'autoconservation des ovocytes et de cette possibilité qui est offerte de permettre même l'autoconservation des gamètes? Est-ce que vous trouvez que c'est une aspiration féminine légitime, qui relève d'une recherche d'égalité? Voilà, je voulais simplement poser cette question qui est un peu différente de la PMA, mais qui me semble assez intéressante de voir, parce que ça répond à des aspirations personnelles et des femmes qui, selon le professeur Nizan, veulent prolonger leur vie professionnelle, mais aussi trouver un droit à la maternité et à l'enfant. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie de cette question. C'est vrai que je l'ai abordée, quand j'ai dit que finalement c'était une défaite des femmes, c'est parce que, je l'ai dit, une fausse promesse, puisque c'est des femmes qui, plus tard, on leur fait miroiter qu'elles auraient des enfants par PMA de cette manière-là. Nous avons essayé vraiment de réfléchir depuis plusieurs années. Déjà, nous sommes intervenus pour la loi de 2011. Et je pense qu'il y a un vrai décalage, parce que c'est autour du retard de la maternité sociale, en fait, qui doit tous nous interroger. C'est-à-dire que dans les meilleures périodes de fertilité, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans, finalement, les jeunes, d'ailleurs c'est les plus forts taux d'avortement, se posent la question vraiment de poursuivre une grossesse. Et nous, on a dans nos services d'écoute des filles, par exemple, de 25 ans, elles sont enceintes dans un couple stable, et elles se disent, elles se posent la question de l'avortement, en disant ce sont souvent des femmes plus vieilles qu'on voit dans la rue qui sont enceintes. Et là, ça doit nous interroger, est-ce qu'on n'a pas à aménager, revoir les choses, changer de regard aussi sur la maternité aujourd'hui, et aménager, ce qu'on avait demandé à plusieurs reprises, des conditions sociales pour que les femmes jeunes qui poursuivent leurs études, qui rentrent dans le marché professionnel, puissent le concilier avec une vie maternelle si elles le souhaitent. Donc ça, c'est une première réponse.
Je pense que aussi nous on travaille beaucoup dans notre service d'écoute sur le deuil et la technique appelant la technique. Donc on propose à ces femmes, en leur faisant miroiter qu'elles auraient des enfants plus tard. Si elles ne trouvent pas le compagnon plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont avoir un enfant toutes seules avec la PMA pour des femmes seules. Et finalement, ça peut suggérer une quête insatiable sans que les personnes, normalement les femmes, à partir d'un certain âge, fassent le deuil justement de cette maternité et s'ouvrent à d'autres fécondités qui sont selon leur talent. Et nous avons eu des femmes que nous avons accompagnées dans le service d'écoute qui nous demandaient à 40, 45 ans, se demandant comment avoir des enfants, parce qu'elles étaient souvent avec... dans une autre vie, recomposée avec un autre homme. Et ces réflexions sur la fécondité qu'elle pourrait avoir, autre, puisque la loi l'interdit en France, leur a ouvert aussi des chemins. Donc la loi aussi est protectrice par rapport aux personnes, mais c'est surtout par rapport aux aspirations aussi beaucoup plus écologiques aujourd'hui des jeunes femmes. Je ne pense pas que ce soit vraiment la question, la réponse à apporter. Vous savez, c'est des traitements lourds pour des personnes qui n'ont pas de problème de santé, dans lesquels on va les faire rentrer. Et ça semble tout à fait disproportionné. Et je pense qu'il faut vraiment que notre société réfléchisse comment on intègre la maternité, non pas un handicap pour les femmes quand il s'agit de travailler, mais que ça fasse pleinement partie de la pensée de l'organisation de notre société. Moi, je veux bien compléter juste, peut-être en tant que pharmacien, sur cette question qui est vraiment, je crois, assez symbolique de ce projet de loi bioéthique, qui là vient en quelque sorte prendre quand même un peu la médecine à l'envers, puisqu'il s'agit de proposer à des femmes plutôt jeunes, parce que si on veut que ça fonctionne, il faut qu'elles soient jeunes, qui sont en bonne santé, des traitements qui sont vraiment lourds. Une stimulation ovarienne, une ponction ovarienne, tout ça, c'est des traitements lourds qui ne sont pas dénués d'effets secondaires à cause de l'imprégnation hormonale. Il peut y avoir des risques qui sont estimés à 1,5% de développer plus tard des cancers. Il peut y avoir ça peut abîmer les ovaires aussi. Donc on voit bien que c'est un peu prendre la médecine à l'envers, encore une fois, au cas où peut-être un jour on en aurait besoin. Et là, il y a quelque chose, et on l'a vu avec des propositions d'amendement de sociétés privées pour venir faire ce stockage. Vraiment, on a l'impression que c'est une sorte de guet-apens sur le ventre des femmes pour créer une nouvelle source d'économie. Et le rapport du CCNE sur cette question-là montrait que ce n'était pas du tout une demande des femmes, en fait. Il y a une demande des sociétés savantes, il y a une demande des centres d'assistance à la procréation peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas une question qui est vraiment demandée dans notre pays par les femmes, parce qu'on entend parfois que ce serait une nouvelle liberté ou une nouvelle autonomie, mais s'enchaîner à ce point-là à la technique et mettre en banque ces ovocytes qui peut-être ne serviront même pas, parce que cette femme, elle va peut-être rencontrer l'homme avec qui construire sa vie et faire des enfants, se retrouvera avec des ovocytes dont elle ne saura pas quoi faire, avec le dilemme, le donner, etc. Donc c'est une manière étonnante que de considérer la médecine, en fait. Pour ma part, j'aurais bien voulu, je soulignerais volontiers le fait qu'on va instaurer une forme de pression nouvelle sur la femme, c'est-à-dire que, imaginez la jeune femme qui attend un enfant naturellement à 25 ans, à 28 ans, à 30 ans, mais son employeur va la regarder de travers. Elle aurait pu faire conserver ses ovocytes, elle aurait pu avoir un enfant plus tard. Alors, je ne dis pas que l'employeur va lui faire un reproche, mais implicitement, on connaît déjà la culpabilité de la jeune femme qui attend un bébé, qui est en entreprise. Souvent, elles n'osent pas le dire, elles mettent longtemps à le dire, elles démissionnent d'elles-mêmes si elles étaient en période d'essai. Il y a déjà une forte pression. Si en plus, on sait que n'importe quelle jeune femme peut aller faire conserver ses ovocytes pour faire une AMP plus tard, technicisation inutile de la procréation, à un âge où elle ne sera plus féconde, où son utérus sera vieilli, l'AMP n'est pas sûre, etc., etc. Mais ça veut dire que cette pression implicite sera d'autant plus grande inéluctablement. Et ça veut dire qu'au lieu que la société s'adapte à la femme,
au lieu que des sociétés dans lesquelles jusque-là une majorité d'hommes en étaient les dirigeants, au lieu que cette société s'adapte à la femme prenant davantage d'expérience et de responsabilité, eh bien on oblige la femme à s'adapter à un monde qui a été fait pour une grande part par les hommes. En fait, c'est un mépris de la femme stupéfiant que cette idée-là. Un mépris qui est stupéfiant et dont les conséquences vont vraiment être lourdes, et on peut penser que toutes les jeunes femmes le ressentiront, et pendant de longues années. Et puis évidemment, un bébé, à 25 ans, c'est pas le bon moment, à 30 ans, c'est pas le bon moment, à 40 ans, quand on devient responsable, directrice adjointe, que sais-je, c'est pas le moment non plus. Un bébé, en clair, en fait, sur un plan professionnel, c'est jamais le moment. Et puis pensez aussi au conjoint. Oh ma chérie, tu pourrais peut-être le faire plus tard, on n'est pas pressé, on n'a pas encore assez d'argent. Congèle tes ovocytes, on verra plus tard. Et puis plus tard, il y aura d'autres charges. C'est jamais le moment. Et donc, c'est vraiment du mépris de la femme. Il faut au contraire que l'entreprise s'adapte à la femme. À la maternité, c'est vrai qu'elle est spécifique. C'est vrai. Oui. Je ne veux pas répéter les arguments qui ont été donnés, mais et qui, de notre point de vue, vont dans, enfin, cette question de la congélation des ovocytes va dans une certaine mesure dans le sens, encore une fois, de la création ou du développement d'un marché de la procréation. Mais je voudrais souligner un point, c'est que cette question, finalement, elle est liée à la vie professionnelle des femmes et finalement à la façon dont elles font, d'une façon ou d'une autre, famille. Et ce qui est intéressant dans le débat actuel, c'est que ces questions qui sont de nature à la fois scientifique et bioéthique sont, j'allais dire, isolées et parcellisées de la réflexion plus générale, encore une fois, sur quelle famille est-ce que nous voulons, comment maîtriser en quelque sorte ou aménager le développement démographique de la trajectoire des familles, de la trajectoire des individus. Aujourd'hui, il est vrai, quand vous avez 50 ans, vous êtes à mi-vie, en quelque sorte. Vous êtes même, peut-être, vous avez davantage de vie en couple aujourd'hui que vous n'avez eu jusqu'à présent. Alors que ce n'était pas là du tout la même chose dans les années 50, où en gros, l'homme décédait vers 60 ans, 65 ans. Donc ces questions qui paraissent déconnectées, d'un côté, quelle cellule familiale on veut, et de l'autre côté, quel dispositif technique on autorise pour finalement arriver à connecter les deux. Nous, c'est pour ça que nous demandons, vraiment, j'allais dire, nous supplions que les deux réflexions soient connectées. Elles ne peuvent pas l'être, elles ne peuvent pas être disconnectées, ce n'est pas possible. Sinon, j'allais dire, on a une vision complètement partielle du point, de la situation. Je voudrais juste revenir sur, Monsieur le Président, si vous me permettez, sur votre remarque préliminaire. Vous avez tout à fait raison. Il y a dans cette loi un certain nombre de dispositions, par exemple sur les traitements numériques dans la santé, etc., qui poursuivent un but d'intérêt général. Mais comme je le disais, nous, Poisson Rose, nous nous sommes attachés précisément à cette disposition. Or, vous savez, et d'ailleurs c'est un raisonnement un peu de bon sens, que le Conseil constitutionnel a un contrôle qui isole article par article les dispositions d'un projet de loi. Et nous considérons que certes, ça n'est que l'article 1er. Au passage, d'ailleurs, ça n'est que l'article 1er, mais l'étude d'impact y consacre, j'allais dire, bien au-delà du 1/34e de sa surface. C'est pour montrer l'enjeu, évidemment. Donc nous considérons que cette disposition opère un glissement, encore une fois, sur le rôle et la notion de loi dans une république. Un dernier point encore, sur le point que vous avez souligné, comme quoi le Sénat, à juste titre, a insisté pour que les lois de bioéthique soient révisées de façon régulière. Moi, j'ai l'occasion de travailler régulièrement à l'étranger. C'est véritablement un honneur de notre pays. Et il faut le chérir, il faut le maintenir précieusement. Et je dois dire que l'exercice qui a constitué les états généraux de bioéthique, qui est quelque chose qui n'a pas d'égal de par le monde, et j'allais dire tout à fait, il faut le maintenir. Mais ce qui est très intéressant, et je reviens, je suis désolé, de façon un petit peu notariale à l'étude d'impact, quand on regarde les avis du Conseil consultatif national d'éthique qui sont cités,
Il y a le premier de 2017, il y a le dernier de septembre 2018, mais il n'y a pas celui, l'intermédiaire, qui fait l'état des lieux de la consultation. Or, que dit le Conseil national d'éthique dans cet avis intermédiaire? Il dit qu'il y a une consultation très large, qui a été sur le fond approfondie, et dans laquelle, peu ou prou, nous avons vu que beaucoup de gens étaient opposés à l'article 1er. Autrement dit, j'allais dire qu'on a suscité, on suscite, grâce à ces instruments de participation des citoyens français, et dont, encore une fois, il faut nous honorer, nous devons en être fiers, eh bien, on suscite des réactions qu'un jour, le Parlement, brutalement, fermerait d'une façon, j'allais dire, parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a une majorité qui s'est dégagée et que ça fait partie, plus ou moins, d'un projet, d'un programme électoral. C'est pour ça d'ailleurs que nous demandons à ce que ce type de loi qui engage l'ensemble de la société soit adopté par une majorité des 2/3 des parlementaires. Et aussi nous demandons à ce qu'il y ait une totale liberté de vote au sein des groupes parlementaires. Ces choses sont trop graves. Voilà. Alors, ça dépend des groupes. Merci, Monsieur le Président. Juste un petit mot de réponse à votre question. Voilà, sur l'autoconservation des ovocytes, je voudrais vous redonner simplement les chiffres de la fécondité des femmes, 88 enfants par femme, alors que les femmes souhaitent 2,39 enfants. Pardon pour ces décimales qui ne sont pas des morceaux d'enfants. Voilà, donc le delta est d'environ un demi, ou bien une femme sur deux souhaiterait un enfant de plus. Voilà. À l'heure où on réforme les retraites, et où c'est douloureux pour nous tous, moi je m'étonne qu'on n'ait pas du tout regardé cette question-là. Cette question de la démographie, on s'interdit de la regarder. Or, elle a un impact. Elle a un impact. Les femmes, l'âge moyen des femmes qui accouchent est de 30 ans et demi. L'âge moyen des femmes qui accouchent. L'âge moyen du premier enfant est de 28 et demi, mais l'âge moyen des femmes qui accouchent, 30 et demi. Ce chiffre continue de se reporter, voilà, de se déporter. Eh bien, Caroline Roux donnait les âges de fécondité optimum, entre 20 et 30 ans. Nous, regardant l'intérêt général ou le bien commun, selon ce qu'on préfère utiliser comme expression, eh bien, nous avons intérêt à ce que les jeunes femmes aient des enfants plus tôt et sans doute le nombre d'enfants souhaités. Je ne dis pas qu'il faut faire plus d'enfants, je dis qu'il faut donner la possibilité aux couples d'avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent. Et donc, la politique doit organiser les choix, les lois doivent organiser les choses pour permettre de réaliser ces désirs d'enfants, mais en tout cas d'avoir une démographie suffisamment vigoureuse pour assurer notre avenir. Juste trois mots aussi. 3 mots. La première, je crois que les grands auteurs nous aident à réfléchir. Toujours. Les grands auteurs nous aident à réfléchir. Citer, si vous voulez. Georges Bernanos, dans La France contre les robots, écrit une chose qui me paraît tout à fait pertinente quand on parle de cette autoconservation ovocytaire. La société moderne est désormais un ensemble de problèmes techniques à résoudre. Un ensemble de problèmes techniques à résoudre. Donc, on ne voit le problème que sous le petit angle technique, au lieu de le voir dans sa globalité. Je cite, c'est moins littéraire, mais ce n'est pas inintéressant, une journaliste d'Elle, Dorothée Vernel, qui dit « L'idée qu'il faut changer le corps des femmes pour le plier à la norme sociale du travail, plutôt que de changer la norme, est un choix politique contestable. » Et il faut que vous soyez quand même bien conscient, parce qu'après, vous n'êtes pas obligé d'aller lire les avis du CCNE, c'est assez rasoir, mais il faut quand même être assez conscient que l'avis numéro 126 du 15 juin 2017 s'opposait à cette question d'autoconservation ovocytaire. Et pour quelle raison? Je cite quelques, parce que j'avais regardé quand même cet avis, par acquis de conscience professionnelle. Qu'est-ce que disait cet avis? Il disait « Différer un projet de grossesse à un âge tardif peut difficilement être considéré comme participant à l'émancipation des femmes face aux limites biologiques. Outre le mésusage et les pressions socio-professionnelles déjà évoquées, auxquelles cette technique peut exposer, le bénéfice escompté au regard des moyens médicaux et économiques qui devraient être déployés apparaît très faible. » Donc on ne comprend d'ailleurs pas très bien pourquoi le CCNE a changé d'avis entre 2017 et 2018. Le CCNE soulignait aussi un autre aspect qui n'a pas été évoqué, c'est celui des grossesses tardives. Une augmentation de la fréquence des grossesses tardives, femmes de plus de 40 ans ou ultra tardives, femmes de plus de 45 ans, dites à haut risque, pourrait être une conséquence dommageable
dommageable d'une autoconservation ovocytaire. Donc il y a moult réserves. C'est une mauvaise réponse à une vraie question. Voilà. Et donc la bonne réponse, c'est une réponse politique et sociale, et donc ça relève de votre commission sociale finalement. Comment fait-on pour aider les femmes à avoir des enfants à un âge où elles sont plus fertiles, plutôt que de leur dire vous allez congeler vos ovocytes, pour leur dire comme Bloomberg Business Week, parce qu'on va vers la logique marchande, ça a déjà été évoqué, Bloomberg Business Week, freeze your eggs, free your career, c'est-à-dire congeler vos ovocytes, libérer votre carrière, mais vous payez au fait, il faut payer, parce qu'effectivement dès qu'il y a la technique, il y a l'argent aussi. Et donc je ne suis pas sûr que ce soit un progrès, je suis même plutôt sûr du contraire en fait. Ok. Merci. J'aimerais répondre à Madame la sénatrice qui semblait, de façon très surprenante, balayer ainsi d'un revers de main un témoignage qui tente pourtant d'être aussi authentique que possible. Bon. Oui, je voulais vous demander comment vous pouvez ainsi balayer d'un revers de main un témoignage qui pourtant essaie d'être authentique et d'un coup dire en quelque sorte que c'est relatif et très subjectif, et comment vous pouvez dire qu'il y a peut-être d'autres raisons psychiatriques, et donc peut-être en demandant un diagnostic plus scientifique. D'autant plus que j'essayais de montrer que des statistiques ne sont peut-être pas très judicieuses pour dire ou révéler le mal-être qu'induit la privation d'un père. Parce que d'un point de vue purement statistique, je pense que ça ne se verrait pas, parce que c'est beaucoup trop intime, les conséquences d'un manque de père. Donc voilà, d'autant plus que nous sommes en train de monter une association qui s'appelle La Voix des Sans-Pères, et nous pouvons vraiment constater que tous ceux que nous rencontrons partagent des traits communs de ce manque de père. En plus du fait qu'il ne s'agit pas d'un mal-être général, mais très précis à ce sujet du manque de père. Merci. Juste pour défendre Madame Mercier, que je connais bien, qui est médecin par ailleurs, et qui a fait des rapports sur la maltraitance de l'enfant, où elle s'est énormément investie, je ne pense pas qu'elle ait voulu dire ça. Je pense qu'elle, au contraire, voulu dire que chacun avait le droit de penser comme il souhaitait à partir du moment où cette pensée était justifiée ou justifiable. Ça n'est pas au-delà de sa pensée. Bon, ben, merci à vous. Juste une petite chose, mais juste pour vous provoquer comme ça, parce que de temps en temps, j'aime bien rigoler et je ne souhaite pas de réponse. Quand vous avez parlé de choses légales et de choses illégales, et quand vous avez fait référence en particulier à des juristes italiens, il y a parfois des personnages politiques qui sont légalement arrivés au pouvoir et d'autres personnages politiques comme De Gaulle qui sont, eux, illégalement arrivés au pouvoir. Bonne soirée à toutes et à tous.